Alors pour terminer notre série de vidéos de ce jeudi 27, si je me trompe, 27 juin, je voudrais parler un petit peu de linguistique, et de linguistique comparée. Alors là, je vais parler des rapports entre l'arabe et l'hébreu, comme j'ai pu parler des rapports entre le français et les autres langues latines, ou entre le français et les autres langues, et les langues germaniques, bien que le français ait un fondement germanique par certains côtés. On ne reviendra pas là-dessus. Ça m'est venu lors d'une discussion avec un arabisant, qui d'ailleurs parlait hébreu aussi, et puis un autre arabisant qui ne parlait pas hébreu. Et je suis sûr que si on demande, parce que le problème, si vous voulez, c'est que les gens ne connaissent pas la spécificité de leur propre langue. Et ils ne voient pas en quoi leur langue diffère d'autres. Si je demande par exemple, qu'est-ce qui diffère entre le français et l'espagnol, ou entre le français et l'italien, beaucoup de gens ne sauront pas répondre, quand bien même parlaient-ils les différentes langues. On ne leur a pas appris à percevoir la spécificité d'une langue. On sait par exemple, prenons un exemple, qu'en italien, on ne marque pas le pluriel par un S, à la différence du français et de l'espagnol et de l'anglais. Par contre, en allemand non plus, on ne marque pas le S pour le pluriel. Donc voyez-vous, il y a des marqueurs de pluriel, par exemple, qui ne sont pas les mêmes d'une langue à l'autre. Bon. Alors là, je vais vous parler donc des rapports entre l'arabe et l'hébreu. Moi-même, je me suis mis à l'arabe en 73, à l'époque, alors que j'étais en train de terminer mes études d'hébreu, parce que justement, je voulais avoir une approche comparative. Et le point le plus intéressant que je voudrais mentionner aujourd'hui, c'est le passage de la sifflante arabe à la chuintante hébraïque. Hein, Shana, par exemple la Shana, Rosh Hashanah, Shana, qui veut dire l'année en hébreu, c'est Sana, Sana en arabe. Sha'a, qui est l'heure, ça devient Sa'a, ou ça devient, c'est une façon de parler, ça existe en arabe sous la forme Sa'a. Moïse, Moshe, ça devient Moussa. Donc voyez-vous, le che devient S. Le shalosh, qui veut dire 3 en hébreu, devient thalassa en arabe. D'où le Haïlé Sélassié, l'empereur d'Éthiopie. Sélassié, c'est la forme troisième. Hein. C'est la forme Thalassa, ça veut dire troisième, shalosh, thalassa. On pourrait donner un certain nombre d'exemples comme ça. Et un autre cas intéressant, c'est qu'en hébreu, parfois la première lettre disparaît, par exemple. Alors là, c'est intéressant aussi. On l'avait remarqué pour l'espagnol, où, par exemple, au lieu de dire pleurer, ils disent llorar. Au lieu de dire pleuvoir, ils disent llueve, etc. Donc, si vous voulez, ils ont un P qui disparaît. Un exemple, ouais. Eh bien, en hébreu aussi, on a des cas de ce genre qui existent. Par exemple, fils de, eh bien, en arabe, c'est ibn, donc ça commence pas. Et en hébreu, c'est ben. Donc on perd le début. Voilà. Et on peut penser que l'arabe est probablement plus proche de la structure sémitique d'origine que l'hébreu. À moins qu'on considère que c'est l'inverse et que c'est l'arabe qui a ajouté quelque chose en début. Enfin, voilà. Parce que finalement, ce qui nous intéresse toujours, c'est de retrouver le schéma initial. Bon. L'autre jour, je signalais, par exemple, que en français, on avait perdu, lorsqu'on forme la première personne du pluriel, au lieu de dire andiamo, on dit allons-y. Par exemple, parliamo, parlons. Donc il y a le M qui est le marqueur par définition de la première personne du pluriel qui n'existe pas en français. C'est extraordinaire. Et qu'on trouve dans sumu, etc. Donc les Espagnols disent vamonos, andiamo en italien, et nous on dit parlons, allons. Donc pour des raisons mystérieuses, la morphologie du français a décidé que le marqueur M de la première personne du pluriel n'était plus de mise. Voilà. C'est intéressant de faire ce genre de travail à différents niveaux. On pourrait multiplier bien sûr les exemples, mais je voulais simplement vous donner une ligne directive. Par exemple, en hébreu, on dit lève pour le cœur, et en arabe, c'est kolb. Kolb, je prononce mal peut-être le k. Il y a une lettre avant lève. Voilà. Et, etc. Bon. Alors évidemment, il y a aussi un autre problème, c'est que selon les dialectes, ça peut varier. Je crois que les Égyptiens
ne prononce pas justement le début des mots qu'on trouve dans d'autres langues arabes et en arabe classique. Voilà. Donc tout ça, ça montre bien qu'il y a une vie des langues, et c'est d'autant plus intéressant de remarquer quand, autant en anglais, quand on compare l'anglais et l'allemand, on voit que l'anglais a supprimé des lettres initiales, par exemple, Glück, qui veut dire la chance en allemand, ça devient Luck en anglais. Il y a un truc qui disparaît. Ou par exemple, Morgen en allemand, le G disparaît, la dentale disparaît, ça devient Moro, Moro. Donc il y a le G qui disparaît. Bon, alors il y a des gens qui disent que ça apparaît ou que ça disparaît, mais ça c'est un débat qu'on peut le reporter à plus tard. Mais il est clair que d'une langue à l'autre, au sein même de la même famille de langues, il y a des variantes de ce genre. Par exemple, en italien, la place, ça devient la piazza, donc il supprime le L. Hein. Claro, ça devient chiaro, il supprime le L. Et des tas d'exemples dans ce genre, on ne peut pas les multiplier, mais c'est un petit jeu polyglotte qui est amusant. À ce propos, je dirais, pour revenir à nos autres émissions, que le fait d'être polyglotte, c'est la marque de l'élite, et c'est plus la marque de la droite que de la gauche, parce que la droite aime bien les contacts internationaux, et donc instinctivement, l'élite va apprendre des langues étrangères pour communiquer, ce que ne fait pas le peuple de manière aussi puissante.